Le ver était dans le fruit. Or, désormais, le ver n'est plus seulement dans le fruit, il a rongé le fruit, le noyau, jusqu'à la racine. Une fois encore, le gouvernement a tenu un discours rassurant auprès des partenaires internationaux alors qu'il agissait simultanément dans le sens contraire, ajoutant un chapitre supplémentaire à une longue liste de contre-vérités qui s'étend sur 42 ans de gouvernance du binôme président Denis Sassou Nguesso et PCT parti État. Pendant que le gouvernement s'endette à des conditions dangereuses, les retraités sont laissés sans pension régulière, les fonctionnaires n'ont pas reçu leur salaire, les ménages subissent une inflation qui détruit leur pouvoir d'achat, les jeunes manquent d'emploi, les infrastructures publiques se dégradent. Comment justifier dans ces conditions la priorisation d'un eurobond à 13,7% plutôt que la protection des citoyens? En dépit des politiques d'intimidation publique en œuvre, avec les actions de la DGSP, le peuple congolais, qui sait ce que signifie la misère, ne se taira plus devant ceux qui ne peuvent se permettre de perdre l'initiative. Les richesses nationales doivent servir à construire le vivre ensemble dans la paix et le bien-être pour tous. Mes chers compatriotes, au moment où notre pays traverse une crise multidimensionnelle, une crise dont le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, constitue la mascotte. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les comptes rendus des activités du Rassemblement des forces du changement. En cela, je tiens à vous remercier et à vous inviter à cette occasion d'être solidaires et mobilisés autour du Rassemblement des forces du changement dans la longue marche qu'il a entamée pour aider à la transformation sociopolitique et économique de notre pays. Ce soir, je fais livraison du compte-rendu de la 8e réunion hebdomadaire du Conseil des présidents, élargi au secrétariat général du Rassemblement des forces du changement, RFC. Contexte général de la réunion. Le 16 novembre 2025, de 15h à 20h45, s'est tenu en visioconférence reliant Brazzaville et la diaspora, la 8e réunion hebdomadaire du Conseil des présidents, étendue au secrétariat général du Rassemblement des forces du changement, sous l'autorité de M. Clément Mirassa, président, Dr Marcel Ngitokoulou, premier vice-président, M. Jean-Jacques Serge Yombi Opango, deuxième vice-président. Prélude. Petit 1. Ouverture de la séance. La séance a été ouverte avec ponctualité par le président Clément Mirassa. Après la vérification des présences et des mandats, l'ordre du jour a été adopté à l'unanimité, reflet d'un esprit de consensus et d'une volonté commune d'aborder les travaux dans un climat de responsabilité partagée. Petit 2. Mot liminaire. Dans son allocution d'ouverture, le président Mirassa a rappelé avec clarté et hauteur de vue les objectifs majeurs de cette session élargie, articulés autour de deux axes essentiels. L'examen approfondi de la situation socio-économique et politique nationale
et une mise en perspective des dynamiques politiques sur le continent africain. Grand 1. L'examen approfondi de la situation socio-économique et politique nationale. La section consacrée à la vie nationale s'est ouverte par une analyse éclairée d'un expert économique portant sur l'émission par l'État congolais d'un eurobond de 670 millions de dollars et s'est poursuivie sur une critique des dysfonctionnements majeurs ayant conduit à l'échec de l'opération de révision des listes électorales. Deux enjeux dont l'impact conjugué façonne de manière déterminante le climat national actuel. Grand A. L'analyse portant sur l'émission par l'État congolais d'un eurobond de 670 millions de dollars. Un analyste expert des questions économiques est intervenu au cours de la réunion sur la situation préoccupante de la dette publique du Congo-Brazzaville et sur l'emprunt extérieur récemment contracté par le gouvernement. De ces conclusions, il ressort que depuis plusieurs années, notre pays fait face à un endettement élevé et classé en détresse par les institutions internationales. Malgré une baisse relative du ratio dette-PIB, les fragilités demeurent structurelles. Accumulation d'arriérés intérieurs, dépendance aux recettes pétrolières, manque de transparence et risques élevés de refinancement. Dans ce contexte fragile, le gouvernement a contracté un nouvel eurobond à un taux particulièrement élevé de 13,7%, sans roadshow ni communication financière conforme aux standards internationaux. Selon les informations disponibles, les autorités envisageraient d'utiliser ces fonds pour relancer la consommation intérieure et payer la dette commerciale, en plus du remboursement des dettes locales déjà annoncées. 400 milliards de francs CFA dus à la Banque postale du Congo. Plus de 3 300 milliards de francs CFA sur le marché domestique. Cependant, le gouvernement lui-même a exprimé des préoccupations sur la soutenabilité de ce nouvel endettement, reconnaissant que l'opération pourrait être interprétée comme politiquement motivée et l'approche de l'élection présidentielle de 2026. Cette inquiétude est renforcée par les expériences passées. Le Congo a déjà connu des difficultés majeures avec des emprunts antérieurs, notamment le programme national d'optimisation de la trésorerie piloté par l'ancien ministre Jean-Baptiste Ondaye, qui a fait exploser le stock de la dette jusqu'à 2,5 fois son niveau initial, avec des échéances qui pèsent désormais jusqu'en 2034. De plus, plusieurs interrogations persistent quant à la structure réelle de la dette intérieure et aux conditions exactes de nouveaux emprunts. Les participants soulignent que les taux d'intérêt réellement appliqués pourraient être plus élevés que ceux communiqués publiquement, ce qui accroîtrait avec davantage le coût du service de la dette et réduirait l'espace budgétaire déjà limité. Le RFC dénonce une contradiction flagrante entre les engagements écrits du précédent ministre de l'économie et des finances, M. Jean-Baptiste Ondaye, et la réalité des actes du gouvernement. Le 13 janvier 2025, dans une lettre adressée au FMI, le ministre affirmait que le gouvernement poursuit les audits et opérations de reprofilage des arriérés domestiques afin d'assainir les comptes publics. Il confirme
son engagement à respecter les programmes du FMI et de la Banque mondiale, condition essentielle à un financement durable. Il protégera les dépenses sociales prioritaires, notamment la santé, l'éducation et les flux sociaux, dans toute mesure d'ajustement budgétaire. Il mettra en œuvre des mesures de mobilisation de recettes et de rationalisation des dépenses, tout en recherchant des financements concessionnels pour les objets structurants. Il mettra en œuvre des mesures de mobilisation de recettes et de rationalisation des dépenses, tout en recherchant des financements concessionnels pour les projets structurants. Mais cette déclaration solennelle, datée du 13 janvier 2025 et adressée au Fonds monétaire international, s'est soldée par un mensonge de plus, un mensonge de l'État congolais devenu malheureusement systémique. Une fois encore, le gouvernement a tenu un discours rassurant auprès des partenaires internationaux alors qu'il agissait simultanément dans le sens contraire, ajoutant un chapitre supplémentaire à une longue liste de contre-vérités qui s'étend sur 42 ans de gouvernance du binôme président Denis Sassou Nguesso et PCT parti État. Car pendant qu'il écrivait au FMI pour affirmer sa rigueur, sa transparence et son engagement envers les dépenses sociales, le même gouvernement préparait en coulisses un eurobond émis dans l'opacité, à un taux exorbitant, sans roadshow, sans audit finalisé et sans consultation nationale. Pendant qu'il jurait vouloir protéger les secteurs sociaux essentiels, il laissait les retraités sans pension, les hôpitaux sans moyens, les enseignants sombrer dans la précarité. La population entière suffoque sous l'inflation et l'absence de perspective. Cette duplicité n'est plus un accident, mais le sceau de la médiocrité au sommet de l'État. C'est un mode de gouvernance, un système où les engagements écrits ne servent qu'à apaiser les partenaires internationaux pendant que, sur le terrain, les décisions prises aggravent la crise, creusent la dette et affaiblissent l'État. En parlant de l'administration congolaise, le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, a déclaré que le ver était dans le fruit. Or, désormais, le ver n'est plus seulement dans le fruit, il a rongé le fruit, le noyau, jusqu'à la racine. Du sommet de l'appareil d'État jusqu'au dernier rouage administratif, les mécanismes de dissimulation, d'opacité, de corruption et contournement des engagements et de gestion improvisée se sont institutionnalisés. Le contraste entre les engagements pris devant le Fonds monétaire international et la réalité des actes posés est la preuve éclatante que ce gouvernement ne cherche plus à corriger le système, mais à le préserver au détriment du peuple congolais pour mieux consolider et contrôler la prédation des richesses nationales. Et tant que cette gouvernance reposera sur le mensonge, l'opacité et l'absence totale de reddition des comptes, aucune stratégie de redressement financier, aucun partenariat international, aucune promesse de réforme ne pourra produire des résultats durables. Pendant que le gouvernement s'endette à des conditions dangereuses, les retraités sont laissés sans pension régulière, les fonctionnaires n'ont pas reçu leur salaire, les ménages subissent une inflation qui détruit leur pouvoir d'achat, les jeunes manquent d'emploi, les infrastructures publiques se dégradent. Comment justifier dans ces conditions la priorisation d'un eurobond à 13,7% plutôt que la protection des citoyens? Le RFC exige, petit 1,
la publication immédiate de la documentation complète de l'Euroban, des conditions d'émission, des taux réels, des intermédiaires impliqués, de la structure réelle de la dette intérieure. Petit 2. Un audit urgent, indépendant, international couvrant Eurobond, dette du marché domestique, marché interbancaire, emprunt obligataire interne. Petit 3. La suspension de tout nouvel endettement tant que les résultats de cet audit ne sont pas rendus publics. Petit 4. La priorisation absolue des dépenses sociales, pensions, salaires, santé, éducation, programme de lutte contre la pauvreté. Petit 5. Rénovation radicale de la gouvernance de la dette publique, transparence systématique, supervision parlementaire, publication trimestrielle de l'état de la dette, interdiction des emprunts non concessionnels sans débat national. Le RFC réaffirme que la stabilité économique et la paix sociale passent par une gestion saine et transparente des finances publiques. L'endettement ne peut plus continuer d'être un outil au service de calculs politiques ou de solutions temporaires qui aggravent la crise à long terme et hypothèquent l'avenir des générations futures. Grand B. La suite de la critique des dysfonctionnements majeurs ayant conduit à l'échec de l'opération de révision des listes électorales. À 6 mois de l'élection présidentielle de mars 2026, les autorités congolaises se félicitent bruyamment d'une révision des listes électorales présentée comme ambitieuse et transparente. Le secrétaire général adjoint chargé de la gouvernance électorale, M. Charles Roser Kimbene, a démontré de manière éloquente aux participants que derrière cette mise en scène orchestrée par le pouvoir, un tout autre constat s'impose. L'opération de 2025 a été une mascarade administrative, un exercice d'affichage politique et un échec démocratique retentissant. Officiellement menée du 1er septembre au 30 octobre 2025, la révision s'est prolongée de façon confuse, sans cadre clair ni supervision indépendante. La Direction générale des affaires électorales, DGAE, affirme pourtant, avec un triomphalisme presque provocateur, que plus de 90% des électeurs ont été enrôlés. Un chiffre global, flatteur, mais totalement démenti par les réalités locales. Les faits, des résultats incohérents qui ruinent la version officielle. Les données de quelques arrondissements de Brazzaville, scrutées minutieusement par le RFC, montrent des taux d'enrôlement tellement faibles qu'ils rendent impossibles les taux proclamés de 90%. En effet, les données recueillies montrent des disparités si importantes qu'elles invalident totalement le pourcentage global revendiqué. Makelekele, premier arrondissement, 265 729 habitants, 22 centres, 9 201 enrôlés, soit 7 personnes par jour et par centre. Bakongo, deuxième arrondissement, 84 353 habitants, 15 centres, 1069 enrôlés, soit 1 à 2 personnes par jour. Talangaï, 6e arrondissement, 390 459 habitants, 69 centres, 7 534 enrôlés, soit 2 personnes par jour. Wenzé, 5e arrondissement, 23 centres, 7 124 enrôlés, soit 5 personnes par jour. Ces chiffres ne témoignent ni d'un engouement populaire, ni d'une organisation efficace. Ils révèlent au contraire une opération sous-mobilisée, sous-contrôlée
et politiquement opportunistes. Parler de réussite en l'État relève du mensonge ou du déni. Une supervision officielle qui interroge et qui n'inspire aucune confiance. La DGAE et la CNI revendiquent une surveillance rigoureuse. Pourtant, aucun détail transparent par centre ou par arrondissement n'a été rendu public. Les citoyens n'ont disposé d'aucun moyen efficace pour corriger les erreurs. Le nettoyage des doublons, des électeurs décédés ou déplacés reste sans preuve indépendante. Les engagements réitérés sur la biométrie sont restés lettres mortes, malgré des années de recommandations politiques. L'absence de biométrie et de contrôle indépendant laisse la porte ouverte à toutes les manipulations possibles. Dans un processus électoral, cette négligence n'est pas une faute mineure, c'est une menace directe contre la souveraineté du vote. Pourquoi nous devons refuser ce simulacre? La crédibilité d'une élection se construit avant le jour du vote. Elle commence par des listes fiables, vérifiables et incontestables. Aujourd'hui, la révision 2025 présente des chiffres incohérents, des zones entières sous-représentées, des procédures opaques, une absence totale de garanties indépendantes. Dans ces conditions, il est impossible de considérer sereinement l'élection de mars 2026 comme crédible. Fermer les yeux reviendrait à cautionner une érosion progressive du droit fondamental le plus sacré, celui de choisir librement ses dirigeants. Notre position, ferme et sans ambiguïté, nous dénonçons avec force une révision superficielle, un processus déséquilibré et inégal, une gestion opaque, un discours officiel déconnecté des faits. Notre exigence, une correction immédiate et un sursaut national. Nous appelons à la convocation urgente d'un Conseil national du dialogue dont l'existence et les missions sont définies dans la Constitution du 15 octobre 2015 au sous-titre 1 dans les articles 227, 228 et 229. Les attentes d'une telle convocation sont un réexamen indépendant et public de la révision électorale récente de 2025, la mise en œuvre effective et non négociable de la biométrie électorale, des procédures fiables de contrôle, de recours et de transparence, le retour à la caution de 5 millions pour les candidats à la magistrature suprême, une révision totale des listes avant mars 2026. Sans ces garanties, la présidentielle de 2026 ne sera qu'une formalité administrative de plus, un rendez-vous vidé de sens, bâti sur des sables mouvants démocratiques. Les manœuvres du gouvernement relèvent du coup d'État permanent. Les rumeurs d'un aménagement constitutionnel, de dialogue et d'arrangement politique pour une transition négociée courent les officines politiques nationales. Instruments du pouvoir et faux conseillers sont déjà à l'œuvre, organisant des rencontres sponsorisées dans la diaspora et le Congo intramuros, des plans structurant la succession au sommet de l'État sont échafaudés sans tenir compte du besoin réel de changement que le peuple congolais appelle de tous ses voeux. Le socle de cette agitation tient en une seule phrase, martelée par les caciques du pouvoir. On ne peut se permettre de perdre l'initiative, car nous savons ce que signifie perdre le pouvoir. Ce raisonnement, occultant les souffrances du peuple, qui ne vit que de promesses non abouties, depuis au moins 42 ans cumulés de règne du président Denis Sassou Nguesso, sur les 65 ans de l'indépendance du Congo,
est un manque de respect au peuple mandant. Ce peuple qui, par son acharnement au travail, a largement contribué à l'élévation sociale de la prétendue nomenclatura nationale, cultivant de tout le temps le colonialisme national comme mode de gouvernance publique. Le rassemblement des forces du changement, non seulement s'insurge contre toute conservation du pouvoir par des moyens illicites et non démocratiques, mais prévient qu'il ne s'accommodera point des compromissions politiques. Il se dressera énergiquement contre toute manipulation de la vérité des urnes, contre l'invalidation du choix pour le changement véritable qui sera exprimé par le peuple dans une élection crédible sous réserve de conditions permissives. En dépit des politiques d'intimidation publique en œuvre avec les actions de la DGSP, le peuple congolais, qui sait ce que signifie la misère, ne se taira plus devant ceux qui ne peuvent se permettre de perdre l'initiative. Les richesses nationales doivent servir à construire le vivre ensemble dans la paix et le bien-être pour tous. L'opposant congolais, ce grand paralytique d'hier, est désormais debout, rassemblé et mobilisé pour le changement. Grand 2. Mise en perspective des dynamiques politiques sur le continent africain. Le deuxième vice-président en charge des affaires extérieures, M. Jean-Jacques Serge Yombi Opango, a dressé un panorama élargi de l'actualité politique africaine qu'il a présenté à l'Assemblée, permettant ainsi de situer les dynamiques nationales dans un contexte continental marqué à la fois par des transitions sensibles, des recompositions profondes et des tensions persistantes. Au Gabon, le procès de Mme Sylvia Bongo continue d'occuper le devant de la scène. Cette procédure judiciaire hautement symbolique s'inscrit dans la volonté affichée par les nouvelles autorités de tourner la page du régime précédent. Sous la conduite éclairée du président Brice Oligui Nguema, le peuple frère du Gabon espère se frayer un chemin vers la félicité. Au Sénégal, longtemps perçu comme un modèle de stabilité démocratique, le climat politique demeure tendu. Les accusations de corruption visant plusieurs figures publiques, combinées aux pressions accrues liées à l'endettement national, nourrissent un débat public parfois abrasif. Les tensions entre pouvoir et opposition, exacerbées par ces enjeux économiques et institutionnels, rappellent la nécessité d'un dialogue constructif pour préserver l'équilibre institutionnel et restaurer la confiance dans les mécanismes de gouvernance. Les tensions entre le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko atteignent un paroxysme qui préoccupe les populations. À Madagascar, la situation post-électorale reste délicate. Les épisodes de répression ayant suivi l'élection a profondément marqué l'opinion et renforcé les clivages politiques. La mise en place d'une commission d'enquête constitue une réponse officielle aux inquiétudes, mais ces travaux devront être menés avec impartialité et transparence pour espérer apaiser les tensions. Le pays se trouve à un moment charnière où la consolidation démocratique dépendra de la capacité de l'État à garantir justice, stabilité et inclusion politique. En Angola, les célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance ont mis en lumière à la fois les avancées et les fragilités du pays. Ces commémorations se déroulent dans un contexte de fortes tensions internes au sein du MPLA, liées au débat sur la possibilité d'un troisième mandat pour le président en exercice. Ces débats
révèle non seulement des rivalités au sein de la classe dirigeante, mais également une interrogation plus large sur l'avenir politique du pays et l'évolution de son modèle de gouvernance. Fait marquant à souligner, contrairement à d'autres, le président de la République, João Lourenço, a réaffirmé l'engagement indéfectible de l'exécutif angolais à respecter la Constitution et le principe de la limitation des mandats et a précisé qu'il ne se représenterait pas en 2027. En effet, interrogé par CNN International vendredi 7 novembre 2025 sur une éventuelle candidature à sa propre succession, le chef de l'État a insisté sur le fait que la Constitution de la République d'Angola est claire à ce sujet et n'autorise que 2 mandats présidentiels. Cette disposition sera rigoureusement respectée, a déclaré le chef de l'État, soulignant que l'Angola est un pays guidé par le respect de la légalité et des principes démocratiques. Il a insisté sur le fait que la Constitution ne doit pas être interprétée de manière opportuniste, mais appliquée intégralement. Les choix qui seront faits dans les prochains mois auront une portée déterminante pour la trajectoire démocratique angolaise. Pour le président Mirassa, clôturant la réunion, ce tour d'horizon continental met en évidence des réalités contrastées, transitions complexes, pressions économiques, défis institutionnels et aspirations citoyennes. Il rappelle à la nécessité pour les États africains de renforcer les cadres démocratiques, d'approfondir les réformes et de promouvoir la transparence, afin de consolider durablement la confiance publique et la stabilité politique. Le Congo de demain sera celui des institutions fortes et non celui des hommes forts qui a conduit le pays dans l'abîme. Faite à Brazzaville le 16 novembre 2025 pour le Rassemblement des forces du changement, son premier vice-président, chargé de la prospective, de la communication et porte-parole, le docteur Marcel Guitoukulu.